Bonsoir à tous et bienvenue au cours 9 du design web. Aujourd'hui, on va faire suite un peu à la critique constructive, mais pas tellement en fait. On va plus aller dans tout ce qui est gestion de projet un petit peu. On va voir ça. C'est sûr que quand on parle de design, souvent on parle de client. Hein? On parle de dire, ben, c'est une demande client, il faut que le client approuve ou corrige ou commente tout ce qu'on a fait. Oh, pardon. Ça ira mieux avec ça. Donc, je répète, excusez-moi. J'ai donc le cours 9 aujourd'hui en design web. On va pas, on pourrait regarder le critique constructive de la dernière fois, mais on va surtout axer aujourd'hui le cours sur les méthodes agiles. Parce que qui dit design web dit évidemment client. Un design est toujours fait en fonction d'une commande ou d'un objectif. Donc, évidemment, on va avoir du feedback client. Il est important, évidemment, quand on travaille en design, de communiquer ce design-là, communiquer avec les autres. Donc, vous saviez déjà que c'est très rare que dans le domaine du web, on travaille en vase clos. C'est pas mal toujours avec du monde. Et c'est pas juste dans le domaine du web. Je dirais pas mal tous les domaines où il y a beaucoup d'itération et de travail du développement. On travaille avec d'autres gens. Là, ça prend plusieurs expertises pour arriver au résultat. Donc, c'est important de savoir comment communiquer, comment faire le suivi sur ce qu'on fait. Et donc, les méthodes agiles vont beaucoup aider dans ce sens-là. Donc, les méthodes agiles, ben, c'est un terme qui a été donné, en fait, ça a commencé il y a peut-être à peu près une vingtaine d'années, puis ce sont des développeurs qui se sont réunis et qui ont fait le manifesto, un manifeste agile. Vous irez faire une recherche si ça vous intéresse d'en voir davantage. Et donc, ils se sont assis ensemble, puis ils ont fait, OK, ben attends une minute, là, tu sais, on vient de quelque part, puis de la façon que les choses s'alignent ou les choses changent, ben on aurait peut-être des choses à apporter au niveau des méthodes de travail. Et donc, faut pas oublier que le développement informatique vient quand même à la base, plus ses souches viennent de l'ingénierie, mais il y a quelque chose qui, évidemment, qui est très notable dans le domaine du développement informatique, c'est qu'on travaille dans un monde virtuel. On travaille dans un monde virtuel qui est créé par l'ordinateur. Donc, évidemment, les possibilités sont plus grandes, plus on développe des outils, plus on peut se permettre des choses, mais la chose la plus importante à savoir, c'est que le coût du virtuel et la conséquence du virtuel n'est pas la même que dans la réalité. Je vous donne un exemple. Si dans la réalité, je construis un pont, j'ai besoin de béton, j'ai besoin de tiges de métal, je dois considérer la gravité, je dois considérer qu'il va y avoir des humains qui vont l'expérimenter, que si ça se détruit ou ça se brise, il va y avoir peut-être des pertes de vie. Donc, c'est quand même assez lourd de conséquences. Et évidemment, ben, il y a, dans le monde réel, on a ce qu'on appelle des finite resources ou des ressources finies, limitées. Donc, évidemment, à un moment donné, si je veux construire quelque chose puis que j'ai plus de béton, ben, ça prend plus de béton. Je peux pas taper une commande puis dire ajoute du béton. Ça marchera pas comme ça. Donc, il faut savoir que le domaine de l'informatique venait évidemment de l'ingénierie, de l'électronique, ces choses-là, de choses tangibles. Et donc, le processus au départ du développement était beaucoup en fonction de ça. Donc, ce qu'on va appeler la méthode waterfall, par exemple, qui est comme linéaire, un dans l'autre, avec des validations. Donc, c'est sûr que dans un domaine comme l'ingénierie réelle, on va plus faire ça. T'sais, on va pas commencer à construire un pont, puis, bon, je sais pas trop. T'sais, on verra en chemin. Non, parce que, tu sais, faut que tu saches à quoi il sert ce pont-là, qu'est-ce que je vais relier, deux routes ou par-dessus quoi, tu planifies, tu fais des tests, et tu construis, et donc tu valides, parce que tu peux pas juste dire, bon, il va de même, et c'est la même chose, je fais souvent la comparaison avec la construction d'une maison. Ça prend un architecte, ça prend des plans. Tu peux pas vraiment dire, bon, on va y aller comme on le file, parce qu'il faut que tu fasses des fondations. Donc, si tes fondations, tu le fais un peu n'importe comment, ben ça va tout impacter ce qui va suivre. Donc, tout ça pour dire que dans le domaine informatique, on utilisait au départ un peu les mêmes approches, très validation de plan. On fait un plan, on le valide, ensuite on développe, puis tout ça, puis pas très capable de se revirer sur une scène. Mais le jeu vidéo a beaucoup contribué aux méthodes agiles parce que les gens ont commencé à comprendre que, mon Dieu, tu sais, il n'y a pas tant de coûts en informatique. Oui, il y a un coût énergétique électrique, là, on s'entend, ou il y a un coût de temps, si je demande à mon ordi de calculer quelque chose, ça prend un certain temps. Mais si je change une variable, puis je recompile, c'est pas très long, t'sais. Fait que c'est quoi de dire, ben regarde, on l'essaye, on fait une méthode, on shoot une variable comme ça, x, y, z là-dedans, on check ce que ça donne, puis si c'est pas bon, ben on change la variable. Et ça,
tu tombes de plus en plus dans le monde virtuel, donc il n'y a pas un coût énorme à faire ce genre de choses-là. Donc, ça a commencé à faire comme, ouais, ben dans le fond, comme c'est plus facile, un exemple, de prototyper rapidement, voir ce que ça donne, puis d'apporter des corrections, que d'essayer de tout figurer à l'avance un plan sur papier. Et donc, toutes ces petites choses-là, le jeu vidéo, le développement d'applications, ben pas d'applications, de logiciels, tout ça, amenait de plus en plus les développeurs, les gens dans le domaine à se dire, ben, coudonc, tu sais, est-ce c'est une bonne idée de travailler toujours comme ça, là, tu sais, très rigide et tout ça? Et non, et finalement, les méthodes agiles sont apparues un peu de ça. Donc, si vous allez voir le manifeste, ça dit en gros qu'on est plus itératif, on est plus agile, c'est pour ça que le mot agile est utilisé. Agile, tu sais, c'est être capable de se revirer sur un petit scène, de ouf, tu sais, se tasser, réagir rapidement. Donc, c'était tout pourquoi ça s'appelle des méthodes agiles, c'est que c'est parti de cette idée-là de dire, ben, on va être plus réactif, on va être plus itératif, on va être moins rigide, on va être capable de plus se revirer de bord. Et donc, tout est parti de là. Et donc, le manifeste va dire, entre autres, qu'au lieu de planifier, on prototype, par exemple. Ou au lieu de s'opposer au client avec des contrats, on travaille en collaboration avec lui, on valide avec lui. Donc, il y a toute une mentalité en arrière de ça. Si ça vous intéresse, vous irez investiguer. Vous irez investiguer, mais je dirais que encore une fois, c'est une idéologie qui dit idéologie, dit un peu utopie. Hein? C'est comme tout est beau sur papier. Ah oui, le communisme c'est merveilleux sur papier. Une fois appliqué, peut-être pas. C'est un peu la même chose. Les méthodes agiles, c'est beau sur papier et en grande partie, ça amène du bon. Mais c'est pas nécessairement la solution à tout. Et on s'en rend compte depuis bien des années que, tu sais, ben oui, ok, c'est le fun de dire qu'on est agile, qu'on est itératif, qu'on peut se revirer de bord, mais il faut quand même, à un moment donné, valider des choses, parce que oui, il y a un impact, parce qu'il y a quand même, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de ressources, tu sais, outre l'électricité qu'on utilise pour faire fonctionner les ordinateurs, il y a aussi des gens. Et les humains sont derrière les ordinateurs à créer. Donc, si moi, je vous demande constamment de travailler 60 heures par jour, c'est que ça se peut pas, parce que on est agile puis mon client change d'idée, ben vous, ça va impacter votre vie. Et vous allez me demander de, eh ben là, à un moment donné, moi, je travaille 15 heures par jour, c'est pas vrai, tu vas pas juste me payer 8, là, tu vas me payer 15. Et là, moi, je vais dire, ben là, si mon employé me charge les 15 heures de travail, faut que je charge au client, et le client va finir par faire, ouais, ben là, moi, chaque changement me coûte 1000 pièces de plus, pas sûr que je vais en faire des changements. Donc, c'est là où c'est pas vrai qu'il n'y a pas de coût. Ou tu sais, en développement informatique, il y a quand même un coût, il y a quand même une conséquence réelle, mais elle est quand même beaucoup moins grande, tu sais, que de dire, tu sais, j'imprime du vrai papier. Tu encore là, un site web, tu le fais, tu te trompes, tu fais une faute d'orthographe, pas grave, tu ouvres ton fichier HTML, tu sais, clac, tu rentres l'information, that's it, ça t'a pris 5 secondes. Si tu fais imprimer le même site web sur du papier, parce que c'est une flyer ou quelque chose que tu veux distribuer aux gens, puis que tu fais une faute, puis qu'il a imprimé les 10 000 copies, tu peux pas juste dire « Ouais, ça m'a changé une variable, hein, ou j'ai un petit bout de tête. » Non. Tu jettes les 10 000 copies aux poubelles, puis tu recommences. Donc, voilà, c'est toute la différence vient de là. Bref, donc, on va regarder un peu les méthodes agiles, comment ça s'applique, qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça change. Donc, méthode agile, on va voir les 3C, type de modèle de gestion, qu'est-ce que les méthodes agiles et les logiciels de gestion de tâches et ce qu'on peut appeler issue management et de bugs. Donc, les 3C, les trois choses à porter attention, c'est les 3C, donc contenu, calendrier et coût. On peut appeler ça un peu la pyramide de contraintes. Vous avez sûrement déjà vu ça aussi pour les artistes. Il y a une pyramide, là, vous avez déjà vu sur Facebook, je suis sûr. C'est genre argent, temps, puis qualité, là, tu sais, ben ça revient à la même chose. Donc, contenu, calendrier, coût, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est contenu, qu'est-ce que tu veux que je fasse versus quand tu veux que je le fasse et combien tu as de budget pour le faire. Donc, contenu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Calendrier, combien de temps pour le faire? Coût, combien tu as d'argent pour le faire? Et évidemment, c'est un triangle que si tu amènes vers un, ben les deux autres perdent. C'est interrelié. Donc, si moi je dis j'ai pas beaucoup d'argent, tu sais, que ma contrainte c'est l'argent, ben ça va influencer les deux autres. Si t'as pas beaucoup d'argent, ben je peux pas mettre beaucoup de temps, puis le contenu va être de bonne qualité, tu sais. Donc tout, c'est pas vrai, il y a pas de magie. Et oui, il y a des clients qui vont vous le faire le coup, qui vont vous demander toujours plus, puis qui ne voudront pas payer. Ça, tout le monde s'essaye, mais c'est juste, en gros, quelque chose que les gens vont faire parce qu'ils sont opportunistes. Puis que vous n'êtes pas capable de dire non. Mais n'importe qui à qui vous asseyez, que moi, vraiment un cerveau entre les deux oreilles, vous expliquez, tu sais, regarde, c'est correct, là, ce que tu me demandes comme changement, c'est super cool, puis ça va nous prendre une semaine de plus, puis c'est 10 000 $. C'est quoi l'argument, tu sais? Oh, ouais, mais là, tu m'avais dit que tu le ferais. Non, j'ai jamais dit ça. Tu
T'sais, et de toute façon, même là, tu m'avais dit que... Non, mais regarde, non, c'est mal compris. T'sais, moi, ça, c'est ma réponse maintenant. Là, c'est... Tu m'avais dit que... non, je me rappelle pas avoir dit ça, puis si, on s'est mal compris, là. Puis de toute façon, là qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Qu'est-ce que tu veux réellement maintenant, là? Bien sûr, si c'est écrit dans le contrat, ben là, tu fais, sors-moi le contrat. Ben oui, t'as raison, c'est vrai, dans le contrat, j'ai dit que je te ferais 3 pages. OK, tu sais. Et vice-versa, parce que ça aussi, les clients vont faire ça. Ouais, mais là, tu peux-tu m'ajouter ça? Ben, tu peux dire, ben, regarde, moi, dans le contrat, j'avais dit 3 pages. 3 pages, 3 onglets, je les ai faits. Fait que tu veux un autre onglet? Pas de trouble, ça me fait plaisir. Mais c'est une semaine de plus. Il n'y a pas raison de s'emporter dans ces affaires-là, à moins d'avoir un client con, il y en a, mais ça, tu t'es flush, tu fais pas affaire avec tout le monde de même, là, tu fais pas ça dans ta vie. Ils vont comprendre à un moment donné, ou ils vont se trouver tout le temps des peddlers qui vont torturer, mais tu veux pas être ce peddler qui va se faire torturer. Donc les 3C, contenu, calendrier, coût, sont toujours interreliés, il n'y a pas de magie. Voilà. Les types de modèles de gestion, mais comme je vous disais, le waterfall ou cascade, qui était l'approche linéaire, étape par étape, où les objectifs se cascadent l'un dans l'autre. Habituellement, on va voir ça, comme je disais, plus en construction, des choses comme ça. Donc évidemment, quand on est en modèle cascade, la partie planification est super importante. La plupart des scénarios à venir et les problèmes seront compris dès le départ. Donc l'architecte va faire le plan, va dire « Ouais, ok, là, attends une minute, s'il faut que je passe les fils dans ce mur-là, ouais, j'ai un problème avec ça. » Donc ça, cascade, très linéaire, on valide, on fait les fondations, on valide, on construit les planchers, on valide, on met les murs, on valide, on met le toit, on valide, on peint, on valide, et tu sais, on pose les fixtures, les portes, puis tout ça, puis c'est, on valide. Donc, et on revient très peu en arrière. Tu sais, une maison, tu vas pas arriver à la fin, puis quand t'es comme peinturé, les portes sont posées, puis là, tu vas pas arriver et faire « Ah, c'est-tu quoi, finalement, je regarde la cuisine, je la trouve un petit peu plus petite, on va rajouter 10 pieds. » Non. Non. Comment tu veux que je fasse ça? Ben, fais juste ce mur-là, pousse-les, fais juste ça aussi, hein. Vous allez entendre ça souvent, fais juste. Juste, ce mot-là est tellement frustrant et faites attention quand vous l'employez. C'est très, très irrespectueux. Fais juste pousser le mur de 10 pieds. Pas compliqué. Non, ça marche pas de même. Là. Il y a des fils qui passent dans le mur, il y a des fondations en dessous. Ça soutient peut-être le plafond, le toit. Voyons. Okay. Mais évidemment, souvent les gens qui vont dire ça vont dire un peu nonchalamment sans le savoir. Et c'est pas nécessairement tout le temps méchant, mais il faut les ramener un peu dans ce temps-là pour dire c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. T'sais. Et à rigueur, on peut dire ben regarde, c'est quand même moi l'expert que tu as engagé pour faire ça. J'aimerais que tu me fasses confiance. Modèle V, ce modèle ajoute une période d'évaluation ou une étape de preuve de concept par rapport à l'approche cascade waterfall. Donc, la principale différence réside dans la validation du concept avant d'aller en production. Vous pouvez commencer à travailler sans planifier autant en validant en cours de route. Et finalement, les méthodologies agiles se veulent ultimement itératives et flexibles dans une gestion de projet. Donc, ça permettrait d'apporter plus de changements, même dans le concept en cours de route. Donc, tu sais, le ultime projet agile pourrait quasiment dire à une semaine de la livraison, sais-tu quoi, finalement, c'est plus un site web de vente, c'est un site web d'information. On change tout. Bon, on s'entend que c'est utopique parce que souvent, ça fait comme « What? » Non, attends une minute. C'est « Wow! » C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué que de juste comme changer ça impacte trop de choses. Donc, c'est comme je vous dis utopique, mais c'est une bonne idée de considérer tout le temps dans votre travail des méthodes qui sont plus ouvertes, qui permettent l'itération. Donc, vous faites une classe, vous définissez une fonction, une méthode, pensez toujours à ça, dire ouais, peut-être que je pourrais mettre une variable ou deux de plus qui vont me permettre, si le client change d'avis, de rapidement, tu sais, oups, je feederais ça dedans, ou je vais me faire un fichier client en CSV ou Excel, whatever, là, tu sais, en CSV, comment ça peut être values, je vais donner ça au client, puis je vais importer ça, puis je vais feeder ça comme dans mes variables, plutôt que moi, de mon bord, les faire, puis que ça soit super rigide, puis que si le client me le demande, il faut que moi, j'ouvre mon programme, puis que j'aille changer tout. Tu sais, il y a plusieurs façons de faire ça, donner accès à des variables aussi aux gens, des testeurs, des choses comme ça, en leur disant, mais gars, si tu veux juste, essaye de voir, là, ta marge de gauche, là, moi je l'ai mis à 100 par défaut, mais va dans le CSS, change ci, au besoin, puis teste, puis vois avec ton client. Et vous allez voir que de plus en plus de logiciels, dont Adobe XD, essaient de proposer des approches simples comme ça, qui sont super faciles, que tu vois pas tout le back-end, ou tu vois pas toute la complexité en arrière, c'est juste très user experience based, donc très focusé sur l'expérience usagée.
et une vulgarisation énorme en avant-plan qui implique beaucoup d'automatisation et de programmation en arrière. Mais il reste que c'est quand même cool d'arriver et de faire comme ah ouais, ok, t'aimes pas ça, ben clique, pèse un piton, boum, tout d'un coup, tout se tasse, tout s'ajuste, bon, tu sais, c'est merveilleux et c'est sûr que c'est ce que l'on veut tendre vers, voilà. Donc, méthodes agiles, c'est un idéal du processus itératif. Est-ce vraiment possible à 100%? Non. Mais on va aller voir le manifesto ici pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. C'est un lien. Attendez, je vais voir parce que je pense que je vais vous. Bon, je sais pas si ça. Attendez, je vais mettre un petit pause. De retour, pouf, un petit lien magique en français. En anglais ici, mais en français ici si vous voulez le voir. Donc, une approche intelligente et flexible, créez votre matériel ainsi, une solution, une version simplifiée qui évolue avec le temps. Encore là, on essaie de prototyper et donner un résultat de l'essence du truc. Donc, comme je disais, ça peut être des placeholders dans XD que vous mettez des trucs rapidement, juste pour dire, regarde, moi je pensais mettre le menu là avec hamburger ici, quand ça fait ça, puis ça fait ça. Tout de suite pour donner une expérience usagée. Et si le client fait comme, c'est quoi, non, j'aime pas ça, j'aimerais que tout soit comme un gros scroll, puis bon, mais au moins t'as pas trop perdu de temps dans une direction. Et ça aussi, en termes de méthode de travail, ça implique pour vous de constamment communiquer. Donc, pas d'affaire de dire ouais, mais non, j'ai pas fini, là, regarde pas ce que je fais, là. Tu sais, là, ça, j'ai vu ça des tonnes de fois chez des étudiants, des stagiaires qui sont orgueilleux, puis ils commencent à travailler lundi, puis là, tu fais comme, ok, t'es rendu où? Ah non, 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 je vais pas te le montrer tout de suite, là, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, 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 montre-moi ça tout de suite. Tu sais, je vais pas attendre que t'aies fini de construire une voiture pour te dire que c'était une bicyclette que je voulais, tu sais. Et c'est l'erreur, malheureusement, que beaucoup de juniors ou de débutants font. De travailler toute une semaine, puis de montrer que je suis là à travail le vendredi, puis là tu fais, ouais, mais c'était pas ça que je voulais, t'as perdu toute ta semaine. Donc ça aussi, être flexible, être capable de communiquer rapidement. Parfois, il faut mieux faire plusieurs itérations d'un projet que d'essayer de tout faire correctement la première fois. Comme je disais, fondamentalement, nous construisons une première version le plus rapidement possible et toutes les idées apportées au cours de ce processus seront intégrées dans la prochaine version déployée. Donc oui, on travaille beaucoup en version. Donc première version ci, deuxième version ça. Au lieu de tout faire encore une fois d'une shot, on va y aller par itération. Beaucoup de suggestions aussi dans des méthodes agiles. On a une infrastructure, une façon de travailler très ouverte. Si le balayeur passe en arrière de moi, il fait comme hey, je regarde ça, puis il me dit une affaire. Je vais l'écouter, on sait jamais, d'un coup qu'il dit quoi, puis je fais comme ben oui, toi, j'avais pas pensé à ça. Mais évidemment, c'est tout dans la communication respectueuse, on n'impose pas ses idées, on communique, on échange, puis évidemment, il faut quand même respecter les responsabilités de chacun, parce que oui, c'est du travail en équipe, hein? C'est du gros travail en équipe, donc beaucoup de communication, respect des autres, tu sais, si toi, t'es engagé pour faire la database, ben ta spécialité ou ton poste, c'est de faire les databases, travailler avec les databases. Ça veut pas dire que tu n'auras pas une idée de design. Ça se peut que tu passes puis que le designer il soit en train de travailler puis tu fasses comme hey dude, je regardais ça et c'est correct. Mais à un moment donné aussi, si le designer fait ouais mais non, regarde, tu sais, ben c'est quand même lui qui est responsable de ça. Donc, si t'es pas content, ben applique pour être designer, tu sais, puis lâche les databases, en gros. Donc voilà un peu un graphique qui nous montre agile, qui est plus circulaire, qu'on continuellement on est dans un cycle de questionnement et de requête et de planification, de design, de publication, tandis que Waterfall était plus linéaire. Les stories et les epics. Donc vous allez entendre ça souvent aussi, les stories, les histoires et les epics. Donc qu'est-ce que c'est quoi ça? Hein? C'est quoi un epic, c'est quoi une story? Bon, si je vous dis, je veux un site web, qui va être de telle façon et qui va avoir telle section, ben c'est ça une story. En fait, si c'est toute une story, c'est une seule chose. Un epic, c'est un ramassis de stories. Et en gros, souvent, pourquoi on a des stories? C'est pour définir les tâches. Donc, j'explique. Oui, mais comment on définit les tâches? On commence par des stories et epics. Cette méthode permet de commencer à définir ce qui doit être fait, en particulier pour les personnes qui ne sont pas nécessairement dans la conception ou la portée technique du projet. Cela permet essentiellement de partir d'une idée d'évoluer vers des tâches spécifiques.
Donc, les clients viendront rarement vous dire « Le site doit avoir un asynchronous JScript qui display un GIF pendant qu'il load le contenu du iframe. » Il n'y a vraiment personne qui va te dire ça. Il va dire « Ouais, on voit la petite animation du logo pendant qu'on attend après le vidéo. » OK? Donc, les gens iront pas dans des termes techniques, ils savent pas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une histoire client ou un épique. Parce que le client il va dire « Ouais, ben tu sais, moi je voyais un genre de site, déjà, il sait que c'est un site, bravo. Tu sais, je verrais ça bleu, puis il me semble qu'il faudrait que ça parle de ça. » Donc, en gros, on prend tout ça. Et donc, on log toute l'histoire ou l'épique, on log tout ça dans notre logiciel de gestion de tâches ou dans quelque part. Et à partir de ça, on va venir décortiquer et déterminer quelles sont les fonctionnalités et comment les développer et comment les ajouter. Donc, un client dit « Ouais, moi, tu sais, je veux un site là, que, tu sais, dans le fond, on propose une expérience, puis je veux qu'on explique comment ça marche, mes bateaux, puis... » Ben, tu vas prendre chaque phrase, puis tu vas faire « OK, je veux un site web. » Donc, construire un site web. Je veux que ça parle de mes bateaux. Caractère informatique, produit, bateau. OK? Il continue. Puis je veux qu'il y ait une section aussi. Faire une section, ou je veux qu'on parle aussi des moteurs. Parfait. Faire une section moteur. Puis je veux que les clients puissent acheter. OK? Magasin en ligne. Donc, à travers, on transforme ce que la personne nous dit en termes de son expérience ou ce qu'elle voit en qu'est-ce qu'on a à faire techniquement. Planifier des tâches. Donc, une fois qu'on a nos tâches, planifier les tâches, pas trop compliqué. Pas une fois qu'on a nos tâches, pardon, une fois qu'on a nos stories, nos epics, on va décortiquer pour créer des tâches qu'on ajoutera dans le backlog. Le backlog, j'ai jamais su s'il y avait une traduction française pour ça, mais en gros, le backlog, les entrées de l'arrière. Donc, backlog, en gros, c'est quoi? Imaginez-vous une espèce de boîte dans laquelle, imaginez, je le ferai en vrai. Ben tiens, justement, je vais vous expliquer un peu comment ça se faisait au départ avant qu'il y ait des outils de gestion d'issues ou de issue tracking. Comment ça fonctionnait? Beaucoup de gens faisaient ça au début. Vous avez déjà peut-être vu ça dans des films ou des séries. D'ailleurs, je vous recommande la série Silicon Valley, si vous ne l'avez pas vue. Très intéressante pour voir un peu, c'est une vulgarisation, mais c'est intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, une des méthodes, c'était d'utiliser des post-it de couleurs différentes et on allait mettre sur le mur. Donc, on allait dire, OK, on lit la story. Fait que là, le client veut un site web, ok, fine, parfait, il veut un site web. On est une compagnie qui fait des sites web. Il voudrait que quand les clients arrivent, quand les gens arrivent, ils voient son vidéo promo. Bon, ok, construire une page d'accueil, construire la page d'accueil, parfait. Mais ça, j'écris ça sur un post-it, je le colle sur le mur. Créer un vidéo player pour son vidéo. Mais ça, ok. Intégrer le vidéo dans le vidéo player. OK, parfait. Mets ça sur le mur. OK, vous comprenez l'idée? C'est avec ça sur le mur à chaque fois mon post-it. Pic, mets ça là. Demander au client de nous fournir son vidéo parce qu'on ne l'a pas. C'est un clac, paf, mets ça sur le mur. OK, fait qu'on faisait plein de post-it comme ça. Et tout ça, ce gros mur plein de post-it, c'est le backlog. OK, c'est tout ce qu'il y a à faire. On ne sait pas encore qui va le faire. On ne sait pas comment on va le faire. On ne sait pas qui va le faire et tout ça, à quel moment. Mais on sait que c'est à faire. Et donc ça, on appelle ça le backlog. Bon, maintenant, c'est backlog, ça va être exprimé d'une façon différente dans les logiciels, mais c'est le même principe. Donc, évidemment, ben, après ça, on va les répartir. Puis on va dire, OK, ben, en premier, cette semaine, avant de demander au client son vidéo, on va faire la page d'accueil. Fait que ça presse. OK, là, on va mettre ça dans le work in progress. Donc, ce n'est plus dans le backlog. Le backlog, c'est un peu de ce qu'on a à faire. Et là, on va transférer ça dans le work in progress. Et une fois que c'est dans le work in progress, on va l'assigner à quelqu'un et on va le faire. OK? Donc, évidemment, pour déterminer une tâche, sa complexité, sa durée, il faut avoir souvent de l'expérience. Une façon souvent qu'on fonctionne en méthode agile, on va se faire des réunions de pre-scrum qu'on appelle, je vous reviendrai sur ça, mais des réunions de planification dans lesquelles on va dire, OK, bon, le leader ou le team leader ou le project lead va dire, OK, on a une page d'accueil à faire, OK, puis dans la page d'accueil, il y a un vidéo à mettre. Donc, on a une tâche qu'il faut faire un vidéo player. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? OK, mettons, ouais, moi j'ai déjà fait pour un autre projet, c'est pas même compliqué. OK, combien de temps ça t'avait pris? À peu près 2 heures. Tu sais. Ah, parfait, OK, 2 heures. Écris ça sur le post-it, 2 heures, mets ça dans la colonne d'Alex, parce que c'est Alex qui va le faire. Donc, évidemment, l'expérience, ça aide. Si t'en as pas, ben, tu fais des recherches. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui a déjà fait ça? Non.
Bon, ben, on va se faire une autre tâche d'abord. Ça va être investiguer comment faire un vidéo player. Qui veut faire ça? Ben, moi, j'ai une bonne idée de comment ça peut marcher. Parfait. Alex, investiguer le vidéo player. Avant de le faire, parce qu'on sait pas. Et là, on va dire, OK, mettons une journée, 4 heures. Ben, gars, je vais commencer par 4 heures. Puis, je vais voir après 4 heures où je suis rendu avec ça. Puis, je te reviens là-dessus. Parfait. Alright. Et donc, on va fonctionner comme ça. Et on va créer des tâches et on va essayer de déterminer le mieux possible la complexité et la durée de chacune. Évidemment, si on n'a pas beaucoup d'expérience, souvent, le mieux, c'est de subdiviser la tâche en sous-tâches qu'on est capable de visualiser. Donc, je te dis, fais-moi une page d'accueil. Combien de temps ça va... Tu sais, maintenant, je te dis, fais-moi une page d'accueil. Combien de temps ça va prendre? Une semaine? Une journée? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon. Fait que souvent, on va faire des sous-tâches. Je te dis, ouais, la page d'accueil, tu fais juste mettre le logo du client, tu mets son adresse en bas à droite, puis tu mets une photo de lui dans le milieu. Ah, ben, ça va me prendre 3 heures, tu sais, ça va être fait, là. Ouais, responsive, là. Ah, ok, cool. Finalement, non, c'est une page d'accueil, il y a une vidéo en haut, puis là, on scroll down, puis on parle de la compagnie, puis on scroll down, puis on montre les photos des employés, puis on scroll down, puis là, tu sais, c'est comme, on met une map, puis on met un scroll down, puis là, il y a la section magasinage, puis on scroll down, au calvaire, ok, non, c'est plus la même page d'accueil, là. C'est carrément le site au complet qui est sa page d'accueil. Ben là, ça va me prendre 3 semaines, tu sais. Mais une bonne façon de le faire, c'est ça, c'est de le décortiquer dans votre tête. Si vous n'êtes pas capable de le voir en entier, vous commencez par le décortiquer. Tu dis, OK, c'est quoi la première affaire? Ben, vidéo player en haut. OK. Fait que ça veut dire qu'il faut que je me fasse quand même un formatage en CSS. Ouais, chercher un vidéo player que je vais m'embedder, je mets tout dans un frame, on le met dans un frame. OK, mais après ça, bon. Ah, je pense qu'il y en a peut-être un que j'avais déjà vu que je peux downloader, ça va être moins de temps. Bon, après ça, il faut que j'intègre la vidéo, je vais le mettre sur le site, dans un folder, OK. Vous divisez ça dans votre tête. Et là, vous voyez, ça va me prendre 5 minutes. Ça va me prendre 10 minutes. Ça va me prendre une demi-heure. Bon, ça va me prendre 2 heures à faire le vidéo player. Parfait, l'autre section. Et vous faites ça. Donc, plus on divise, plus c'est facile de voir. Mais évidemment, on va se mettre du buffer. Parce qu'une erreur qu'on fait souvent quand on planifie une tâche et qu'on la divise comme ça, c'est qu'on segmente tous les bouts de tâches à faire, mais on oublie que tout ça, ça va ensemble. Puis que là, en mettant deux choses ensemble, ça va peut-être bugger. Ou que quelqu'un va nous déranger. Ou que finalement, ça marchera pas parce qu'on va avoir mis une point-virgule à la mauvaise place. Puis là, on va être comme, pourquoi ça compile pas? Puis là, on va niaiser pendant 1 heure. Donc, en général, on va se mettre 2 à 3 fois plus de buffer quand on est après l'évaluation. Mais je vous dirais qu'en général, la façon de faire, c'est tu fais une estimation optimale. Donc, tu te dis, OK, ça va me prendre 5 minutes à faire, ça va me prendre 10 minutes, 2 heures. Et là, si tu communiques ça à ton superviseur, tu te dis, c'est un 2 heures optimal, là. J'ai pas mis de buffer, j'ai pas mis de temps pour les erreurs, c'est ça, là. Fait que juste pour être sûr que tu saches que ça va me prendre probablement plus de temps. T'aimes-tu mieux que j'en mette moi-même du buffer? Et si votre superviseur fait, non, je voulais vraiment le temps optimal, moi, je vais en mettre du buffer, correct. Mais de façon générale, ça, il faut le dire aussi. T'sais. Puis en général, je vous dirais c'est x2 ou même x3 sur le temps en général. À moins que tu sois vraiment dans une expertise que tu connais, quelque chose que tu es bon avec, puis tu le sais, tu l'as déjà fait. Tu es comme, voilà, j'ai fait ça des millions de fois. Si j'ai des problèmes, ça va être là, pendant que je vais transférer ça ou quand je vais sauver ça. Mais garde, mettons 1 heure ou 2 plus de buffer. Mais sinon, en général, on va même multiplier par 2. Donc, tu me dis 4. Moi, comme superviseur, tu me dis mon temps optimum, 4 heures pour le faire. Moi, je vais aller mettre 8. Des fois, même x3 si je vois qu'il y a trop d'affaires obscures ou qui pourraient arriver, tu sais. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience puis on vous demande combien de temps ça va prendre, ben subdivisez les tâches en sous-tâches pour être capable de les visualiser. Puis après ça, compiler ça. Pardon. Évidemment, on note tout ça dans notre logiciel de gestion de tâches. Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de tâches? En anglais, on va appeler ça souvent maintenant, pas juste un task management software, mais on va appeler ça généralement un issue management parce que ça peut inclure les tâches, mais ça peut aussi inclure les bugs, ça peut inclure aussi le design, ça peut inclure plein d'affaires. Donc, en général, on va travailler avec des outils comme ça. Il y en a plusieurs, Jira, Planbox, Trello. On verra éventuellement, je pense qu'on va voir Asana dans les projets. Mais moi, pour l'instant, je vais vous montrer Planbox. Ça va vous montrer, c'est pas mal similaire par tout le monde. C'est pas mal similaire et utilisé par tout le monde dans les compagnies. Donc, c'est similaire. Si tu utilises Jira, Planbox, ça ressemble. Puis, si tu utilises Asana, ça ressemble aussi. C'est peut-être pas pareil. Mais généralement, si tu en as essayé un, tu vas te retrouver assez rapidement dans les autres. Donc, je vous montre Planbox qui est ici ouvert. Donc, vous voyez Planbox.
En gros, j'ai mon user en haut que j'ai créé. Donc, je suis logué. Donc, on se log. Il y a un user pour se loguer. Et on se log. On arrive dans l'interface. Et donc, là, je suis dans le dashboard général et ça me donne de l'information. Et donc, là, je peux aller choisir quelle organisation. Je vais aller choisir InStudios ici. Et vous voyez ici qu'il y a différents projets. Eux autres, ils appellent ça même pas des projets, ils appellent ça des initiatives. Okay? Donc encore là, je suis dans mon dashboard. Un dashboard, c'est quoi? C'est comme en char, ton dash qu'on appelle. C'est là où il y a le reflet de l'information. Un dashboard, c'est une place, c'est quoi en français? Je me rappelle plus. Dashboard. En tout cas, c'est l'endroit où on te met tes cadrans, puis tes petites lumières, puis tes informations pour que tu vois tout ça ensemble. Donc, le dashboard dans un logiciel de task management, ou issue management, sert à avoir une overview, une vue générale, un plan d'ensemble de votre projet, de ce qui se passe. Donc, évidemment, ici, dans Planbox, on peut aller expand le menu à gauche et on voit qu'il y a dashboard, les menus généraux d'InStudios, donc dashboard, les to-dos, donc vous voyez toutes les choses à faire. Le timeline, et là, il ne sera pas créé, je pense, parce que tu peux le convertir. C'est comme un Microsoft Project. Faut que tu choisisses qu'est-ce que tu fais. T'as Meatball Factory, mais je pense pas qu'il va y avoir rien parce que j'ai rien logué depuis une espèce de bout de temps. Donc, vous voyez, rien qui sort. Bon. Mais on peut aller voir nos timelines. On peut aller voir le calendrier. Donc, s'il y a des choses sur le calendrier, ils vont sortir. Des rapports et des timesheets. Donc, bref, une fois que c'est plus des outils que le manager va se servir. Mais vous, en tant qu'employé, vous devez généralement être dans le projet comme ça. Et c'est pas mal similaire dans Asana, ces choses-là. Il y a une liste de trucs à faire. Donc, c'est des tâches ou différentes choses. Et vous, mettons, vous avez quelque chose de nouveau. Tiens, moi, il faut que je fasse, créer le vidéo player sur la page d'accueil. OK, parfait. Donc, là, généralement, tu écris un titre simple. Tu choisis sur quel projet. OK, parfait. Tu choisis quel type. Là, ici, c'est pas un bug. Ça serait dans le core ou ça aurait pu du design. Ou je pourrais juste mettre task. Mais là, dans celui, il n'y a pas de task. Fait que je vais le mettre dans le core. C'est, mettons, la priorité, dépendamment. Si c'est quelque chose qui est urgent, quand même, oui, on a besoin. Bon, parfait. Je peux le mettre en normal. High, je peux le mettre critique. Et je vais faire Add. Et là, ça va l'ajouter ici dans le projet. Et vous voyez ici à droite, créer le vidéo player sur la page d'accueil. Le projet Meatball Game. Deadline, pour mercredi. Ça commence demain, lundi. C'est un type core. L'important, c'est high. Et ici, ils ont même des points, eux autres. Ça, certaines compagnies vont fonctionner avec des points pour des planning poker ou pour dire le nombre d'heures. Fait que, mettons, moi, j'évalue comme superviseur que c'est une tâche qui va prendre 8 heures. Je vais mettre 8 points. Puis, dans le fond, il y a des compagnies qui laissent même les employés choisir eux-mêmes les tâches qu'ils vont faire. Et donc, accumuler des points. Tu peux convertir ça en toutes sortes d'affaires. Tu peux même convertir ça en salaire. Tu peux dire, chaque point donne une heure de salaire. Donc, des labels. Donc, mettons, ça, c'est quoi? Ça, c'est du GUI, puis c'est du vidéo. Donc, ça sert à quoi, les labels? C'est juste pour trouver plus facilement des trucs et classer les choses. Et donc, ensuite de ça, on voit qu'il a créé le vidéo player sur la page d'accueil et c'est assigné à Alexandre José. Donc, généralement, il faut assigner à la bonne personne. Hein? Ça, c'est super important. Tous les logiciels vont vous demander ça. J'ai le titre ici. Et je pourrais faire des subtasks. Je pourrais dire, oui, mais si je fais une vidéo pour la page d'accueil, je vais faire créer la fenêtre iframe, mettons, pour le vidéo player. Bon, OK, et je vais l'ajouter. Attends, je vais dire ajoute. Et là, je pourrais dire, ça, je vais le mettre à un stagiaire. Ou je peux le remettre à Alex, ou peu importe. Je crée des tâches ici. OK? Je pourrais aller dans la description ici, dire blablabla, c'est ça qu'il faut faire. OK? Je pourrais même mettre des images là-dedans. Si j'ai besoin d'inclure des fichiers, je peux en mettre. Et je peux faire des conversations. Donc, est-ce qu'on a reçu le vidéo du client et les dimensions? Donc, je poste ça. J'aurais pu l'envoyer un email en plus. Et ça devient une conversation. C'est un peu comme un messenger. Et vous voyez ici qu'il y a une petite icône qui est apparue de One Comment. Donc, on peut aller discuter de ça là-dedans. Et vous voyez, le progrès est à 0 de 2. C'est-à-dire qu'il y a 0 de 2 tâches de compléter. Il y a un status et tout ça. Pardon. Et donc, moi, si j'arrive et je suis Alexandre et je veux travailler aujourd'hui, je pourrais aller faire My To Do.
et il va me sortir tout ce qui est assigné à moi. Et donc là, mettons, je travaille sur le iframe, je fais Work on Task, et vous voyez un petit rond qui apparaît. Et ici, ça dit que je suis en train de travailler dessus. Mettons, j'ai fini, je fais Complete, bink, ça dit 1 de 2. Mettons, j'ai ici, je dis Work on Task, mettons, je m'arrête, je fais une pause, pause. Mettons que j'attends sur quelque chose, je pourrais dire je dépends d'une autre tâche, et aller chercher une autre tâche, et dire, tu sais, j'ai besoin de cette tâche-là, pour terminer. Je pourrais même me mettre une notification, donc ça dépend d'une autre tâche. Et comme vous avez vu, quand j'ai fait ça, j'aurais pu mettre Notify. Donc ça va me notifier quand la tâche va être terminée pour que je puisse embrayer sur les miennes. Mais mettons, j'ai fini maintenant. Bam, ok. Il dit Note this item will be filtered out because. Ouais, ok, bon, évidemment. Ça a été complété les deux tâches. Et donc, vous voyez ici maintenant, il y a 2 de 2 puis il y a un crochet. Fait que là, mettons, moi, je suis superviseur, j'arrive, puis je veux voir, puis je fais status dans un, je veux voir qu'est-ce qui a été terminé ou pas dans les tâches. Fait que moi, j'arrive le matin, je dis, je vais voir où est-ce qu'on est rendu. Ah, ok, Alexandre, il a fini. Merci. Alexandre, il a fini le vidéo player. Ah, mais super, je vais aller checker. Fait que ou le QA, peu importe. Le QA va checker. Il arrive, ou c'est moi, le superviseur qui check. Ah, ça marche bien, je le vérifie, ça a été vérifié. Et là, la personne qui fait la compilation le met en ligne pour le client. Bon, mais puis le client l'a accepté. Ça a été release, bon, super. Finalement, le client le rejette. Ça a été rejeté. Le client, pas content. Trop gros. Boing. OK? Et là, c'est rejeté. OK? Et donc, moi, j'apprends ça que c'est rejeté. Je fais, c'est quoi l'affaire? Je vais voir. OK, la raison. Client pas content, trop gros. OK, je vais aller écrire d'abord dans les comments. Je vais dire, ben, OK. Mais c'est quoi la vraie dimension? Je vais poster. Bon, et ainsi de suite. Et alors, je recommence à travailler dessus. Je m'en vais dans le task. Je fais, OK, c'est reset. Puis on recommence. Puis bon. Et donc, c'est super le fun parce que pour vous, à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, là, mettons, ah ouais, mais tu sais, il faut pas oublier là, d'ajouter dans le vidéo player, là, il faut que tu mettes un button en haut, un X pour sortir. Ah oui, c'est vrai, ok, je vais aller m'ajouter une tâche dedans. Mettre un X en haut. Fait que tu l'oublies pas. C'est là. Puis au début, les gens chialent un peu pour utiliser ce genre de truc-là. Mais quand tu t'habitues dessus, c'est tellement nice parce que tu retournes chez vous le soir, là, puis tu dors tes deux oreilles. T'es pas genre, ah shit, j'ai oublié quelque chose, tu sais. Non. C'est logué, c'est clean. Donc, il y a ça. Et aussi, on peut s'en servir de ça pour faire du bug tracking. Donc, du bug tracking, c'est quoi la différence? Mais si j'ai testé, puis le vidéo ne fonctionne pas. Bon. Ça marche pas. Je vois ça à la page, ça load pas. Là. Ça joue pas. Tiens, je vais même rajouter ne joue pas. OK? Et là, je vais le mettre dans bug. Et je vais mettre. C'est quand même important. Hi. Tu sais, on va mettre hi. Fait que je add. Et donc là, la vidéo ne fonctionne pas. Puis là, bien évidemment, si je l'ai un QA, je vais l'assigner au QA ou à la personne, au développeur responsable. Et par contre, il y a quelque chose à ne pas oublier. C'est quand vous rentrez un bug, il faut mettre des repro steps. Donc, des repro steps, c'est quoi en français? C'est des étapes de reproduction. Donc, pour que le développeur puisse essayer de reproduire votre bug. Donc, 1, ouvrir la version 0.98, attends, 9.500, hein? Qui se trouve sur le serveur interne www.interne.com/client. OK, whatever. Bon, ouvrir, OK. Allez dans la page d'accueil. Scroll down aux vidéos. Cliquez sur la flèche, sur le play button. Résultat, rien ne joue. Et pourquoi c'est important les repro steps? Parce que quand le programmeur, vous-même ou quelqu'un d'autre va venir pour essayer de le fixer, des fois ça a l'air évident, mais vous avez fait quelque chose de différent que la majorité des gens font, puis il faut le savoir. OK? Par exemple, vous avez cliqué sur le play button, puis là, mais vous ne l'écrivez pas. Puis là, ben, le développeur qui a fait le vidéo player, lui, il s'en va, puis lui, il clique sur la grosse fenêtre du vidéo au lieu de cliquer sur le bouton au centre, puis ça joue. Puis il fait, ben non, ça marche.
mais vous n'avez pas spécifié que c'est quand vous cliquez sur le play button. Fait que donc là, tu vas aller voir, ou vice-versa, vous allez voir, la personne fait ça marche mon vidéo player, puis là, le QA fait ben non, check, puis tout le monde, puis tu fais ah, ok, c'est parce que tu pèses sa flèche. Ah ah! Ok, j'ai oublié d'activer mon bouton. Ok, c'est juste con, bon, whatever. Donc, très important les repro steps. Et des fois, ils vont vous demander aussi, mais la plupart du temps, c'est automatisé, d'écrire la station Poutine 08. Mettons, la station leur dit que tu travailles dessus, puis les specs vont embarquer direct. OK? Alright. Donc, ça, c'est pas mal l'ensemble de comment la base d'un logiciel de gestion de version. Et je vous dirais que ça change un peu l'interface, tout ça, mais overall, ça se ressemble pas mal tout le temps. Donc, le logiciel de gestion de bugs, il y en a qui utilisent des gestions de bugs différentes que le issue management. C'est pas plus grave, ça revient un peu la même affaire. Donc, surtout quand une équipe est volumineuse, un bug ne peut ne pas vous appartenir. Il va y avoir même des compagnies comme Enzyme à Saint-Jérôme qui fait des tests et pour les compagnies. Donc, il n'est pas rare d'avoir un département d'assurance qualité à l'interne ou externe parce que c'est une job en soi. Question de bug, les entreprises peuvent utiliser le même logiciel que pour la gestion. Ouais, gestion de bug. Ouais, pas question, gestion. Donc, ça se peut que ça soit un logiciel différent aussi, mais ça ressemble encore. L'important, c'est d'inclure une description, un titre, la propriété, une priorité et quelques étapes de reproduction. Scrum. Finalement, il y a un truc que les compagnies utilisent beaucoup quand on travaille en méthode agile, c'est la méthode Scrum. Puis la méthode Scrum, c'est quoi? C'est basé sur des sprints. Donc, ça vient un petit peu du rugby, là, carrément, qui sont inspirés de ça. Ou au rugby, là, les gens se remettent dans une espèce de tortue. Là. Ça, c'est le Scrum. Et là, ils se poussent, tout ça. Puis à un moment donné, hop, le ballon sort, puis ils partent, puis ils courent. Puis là, hop, pang, ils arrivent à un obstacle, ils se remettent en tas. Donc, c'est juste un peu l'idée de ça, c'est que quand on travaille en Scrum, c'est qu'on va arriver lundi, on va faire souvent des sprints de semaines. Ça peut être 3 semaines, ça peut être 2 semaines, ça peut être un mois, mais une semaine. Et on va dire, bon, ok, c'est quoi l'objectif de cette semaine? Ben, ok, là pour cette semaine, on veut faire la base de la page d'accueil, on va faire l'architecture, puis on veut monter la database en arrière. Parfait. Donc, notre objectif de cette semaine, monter la database, créer la page d'accueil. Cool. On divise ça en tâches, on dit toi tu vas être responsable de ça, on répartit les tâches pour le sprint et on fait ça le lundi et on commence. Et le Scrum, la différence aussi, c'est qu'on va avoir un meeting généralement chaque jour pour faire le suivi. Donc, le Scrum consiste à faire des petits sprints avec des objectifs court terme pour essayer de les atteindre. On rajoute tout dans le backlog et on prend des éléments du backlog pour les mettre dans le sprint 1. Et après ça, on finit le sprint 1, on remet tout dans le backlog, puis on dit, ah ben là, cette fois-ci pour le sprint 2, on va faire ceci. On fait nos objectifs court terme. Donc, évidemment, une autre affaire qui est importante du Scrum, c'est qu'on sépare la résolution de problèmes de la gestion. Dans le sens que la gestion de problèmes et la résolution de problèmes techniques n'est pas la même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans le Scrum ou quand on va communiquer, on va dire « Ok, j'ai un problème avec ça ». On ne va pas nécessairement le régler tout de suite. On va dire « Ok, mais c'est quel degré ?» Puis ça va devenir soi-même une nouvelle tâche, ce problème-là. Ou on va dire « Ben, adresse-le avec telle personne ». Et on va voir ça souvent dans le suivi régulier, donc quotidien. Donc, souvent, dans les Scrum, on va avoir un meeting chaque jour et ça va être l'équipe qui se réunit et c'est super rapide. On ne raconte pas sa vie et ça tourne autour de 4 points. Je ne sais pas si je les ai écrits. Ouais, j'arrive à ça. Donc, comme je vais vous l'expliquer après, mais donc, en gros, l'idée, ça ici, c'est encore un graphique malheureusement anglophone. Donc, on a notre backlog. On dit, ben, OK, ça, c'est un site web au complet. Ouais, OK, mais qu'est-ce qu'on fait la première semaine? Ben, on va faire la page d'accueil, la database, tu sais, puis le hosting. Bon, parfait. Fait qu'on sac ça dans notre sprint la première semaine, et là, on part. Le backlog du sprint, et là, on travaille pendant une semaine, et on fait des daily scrum, blablabla, on fait du stuff. On arrive à la fin de la semaine, on fait des reviews, puis là, on a une première version. Ça veut pas dire que c'est bon encore, mais on a une première version, une page d'accueil toute croche avec un database en arrière. Et là, on retourne dans le backlog, on met tout ce qu'on n'a pas fini dans le backlog, et on planifie la deuxième semaine de sprint, et on repart dans cette espèce d'histoire-là. Et des termes que vous allez souvent entendre en méthode agile, la burn down chart, c'est une charte sur laquelle on prend le temps versus les tâches. Mettons, on dit j'ai 100 tâches et j'ai besoin d'avoir fini dans 3 mois. Ben, that's it. On fait une ligne comme ça. Et à chaque jour, en fonction des tâches qui se font ou qui se font pas, on fait une ligne, là ici elle est verte,
qui suit et qui nous montre si hey, on est-tu on time ou pas. Est-ce qu'on est en train de prendre du retard ou est-ce qu'on est en avance? Burn-down chart. Taskboard, bon, OK. Là, vous avez souvent des tâches, des états. Il peut y en avoir plus que ça, mais en général, ça va être à faire, en progrès et terminé. Donc, ta tâche est dans le backlog, elle devient à faire, to do, et on peut dire dans le sprint, tu as cette tâche-là à faire, to do. Une fois que tu commences à travailler dessus, tu dis « je suis in progress ». Une fois qu'elle est terminée, elle est done. Donc, le Scrum au quotidien, comment ça marche? C'est pas super compliqué, les 4 questions auxquelles on répond. Donc, on se réunit, on est tous là, et le Scrum Master fait « OK, François, commence ». Fait que le François, il fait « Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à présent? » Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis le dernier Scrum, sur quoi j'ai travaillé? Donc, il va dire « OK, ben hier, j'ai fait justement le vidéo player qu'on voulait. J'ai ajouté l'iframe. J'ai créé aussi... j'ai formaté le style en CSS. Bon, c'est ça que j'ai fait hier. » Parfait. Il répondit à la première question. Deuxième, et on ne part pas dans les détails, là. J'ai fait le vidéo player en utilisant telle fonction, puis blabla, puis je suis allé chercher ça, puis j'ai codé ça. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Parfait, c'est fait. Là, deuxième question, c'est sur quoi tu vas travailler maintenant? Donc, aujourd'hui ou jusqu'au prochain Scrum. Ah, ben là, aujourd'hui, j'embarque sur la database, c'est super important, fait que je vais la travailler, monter ça avec MySQL, blablabla. Parfait. OK. Troisième, as-tu rencontré des problèmes? Oui, hier, j'ai rencontré un problème avec l'encodeur H264. OK? Est-ce que c'est résolu? Non, j'ai encore un problème avec ça. Parfait. On le résoudra pas pendant le meeting. On pourra pas, là. Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, ça me retourne un message d'erreur, puis la personne qui va pouvoir peut-être t'aider, peut-être même pas là. Donc, on dit le problème. Pardon. J'ai un problème avec l'encodeur H264. OK? Écoute, ça t'empêche d'avancer? Oui, vraiment. Mais t'as-tu autre chose à faire? Oui, mais sérieux, il faudrait que ça a comme une incidence sur tout. Bon, OK, ben regarde, après le meeting, va voir Roger, là, c'est Roger qui s'occupe de l'encodeur, puis check ça avec lui là, au plus vite, puis retenez-moi au courant. Parfait. C'est tout. 4. Êtes-vous dans les temps? Oui, je suis dans les temps, je suis en avance. Non, je suis pas dans les temps, je suis en retard de 2 heures, d'une journée, 3 jours, une semaine. On donne un peu un statut de temps. Donc, ouais, je suis en target. Ouais, je suis en avance peut-être d'une journée. Ah, je suis en retard peut-être de 2 heures. C'est bon? Et donc, c'est super rapide à faire. Et tout le monde y passe. Donc, ça donne à tout le monde de l'équipe une idée d'où ce qu'on s'en va, tu sais. Puis, évidemment, on peut lever le flag, là, tu sais. On peut faire, attends une minute, là, quelque chose qui marche pas. Alex, on était supposé avoir fini ça, on l'a pas fini. Là, je me rends compte que Roger, il a pas fini. François non plus. Moi, je suis fait pogner avec ça. Bon, parfait, je vais aller te voir après, puis on va trouver quelque chose à faire, tu sais. Donc, ça permet à tout le monde de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Donc, il est important de comprendre que le problème ne sera pas résolu dans le temps de la réunion du Scrum. Il sera traité et ajouté comme une tâche. À titre d'exemple, si vous rencontrez un problème avec le moteur physique, bon, je dis n'importe quoi, vous direz dans quelle mesure et de quelle manière cela pose un problème. Le maître Scrum peut vous demander de rencontrer le responsable après la réunion pour résoudre le problème. Alright, logiciel de gestion de version, ça aussi c'est super important, on travaille avec des versions constamment. Donc, il y a plusieurs logiciels de gestion de version. En gros, ça fait quoi? Ben, c'est que ça gère les fichiers. Donc, quand on sauvegarde un fichier avec un logiciel de gestion de version, on se retrouve à avoir créé automatiquement des backups. Donc, on n'a pas besoin de faire S1, S2, S3, S4. Et c'est mieux comme ça aussi parce que souvent, quand vous allez pointer vers un fichier, vous ne voulez pas qu'il change de nom. Donc, il y en a beaucoup, mais la plupart sont basés sur Mercurial ou Git. Et chaque compagnie développe un peu un GUI, une Graphic User Interface, par-dessus différente. Comme dans le cas de SourceTree, si vous irez voir, ou Perforce, qui se trouve plus dans le monde du jeu vidéo. Les termes à se souvenir, en général, c'est qu'on va avoir un repository ou un dépôt, qui est l'emplacement où se trouvent les fichiers du projet sur un serveur. Ça peut être local, ça peut être le cloud. Généralement, on va utiliser le terme pull ou fetch ou get latest pour dire je vais chercher le contenu du repository. Fait comment ça fonctionne? Imaginez-vous, il y a un serveur et le projet web est dessus. Et tous les individus qui travaillent dessus se connectent à ce serveur-là et download une version locale. Donc, je reproduis le projet sur ma machine. Et donc, je travaille et j'apporte des changements, ben je les apporte localement. Je ne suis pas en train de fucker ce qui est sur le serveur. Donc, il y a beaucoup de protection de fichiers, c'est ça qui est nice. Donc, je vais souvent aller check out. Okay? Je vais dire, OK, je travaille là-dessus. Et là, ça va dire à tous les autres, hey, il travaille sur le vidéo player, lui-là. Là. Fait que venez pas jouer avec ça, il est en train de travailler dessus. Tu sais? Ah, OK. Donc là, je check out. OK? Et je travaille dessus. Donc,
pour revenir au terme, le repository, c'est où se trouvent les fichiers. Fait que, en premier, je vais aller faire un get ou un latest ou un pull, un fetch des dernières choses qu'il y a sur le repository, donc sur le serveur, le dépôt. Donc là, j'amène tous les fichiers localement sur le mien. Et là, ensuite, je fais un checkout, OK, pour dire je travaille là-dessus. Une fois que j'ai fini mes modifications, je fais un commit pour dire je suis d'accord avec les changements que j'ai apportés. Et généralement, je fais un submit ou un push pour dire ben maintenant que j'ai fait ça localement puis que ça fonctionne puis je suis content, envoie donc ça dans le serveur central pour que tout le monde maintenant ait accès à cette nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça prend un peu de temps à s'habituer, mais c'est aussi simple que ça. Et finalement, vous allez entendre aussi le terme branch ou merge. En gros, c'est qu'on peut dire ouais, mais là, ok, je veux tester de quoi, puis ça risque de fucker toute la chienne. Fait que je veux tout changer à la database pour une raison X, Y, Z. Je vais faire une branche. Donc, je vais copier le projet dans une autre branche, je vais faire des tests, et je peux mettre à jour certains éléments du tronc commun pendant que je fais ça, parce que, tu sais, mettons, les gens changent des trucs. Et si je suis content, ben, je peux dire, ben, finalement, appliquer au tronc commun, ou si ça marche pas, je peux dire, ben, fuck la branche, elle s'arrête là, puis on continue avec la branche habituelle. Donc, il y a évidemment là-dedans beaucoup de ramifications, on parle de branching du tree, donc souvent tu as un tronc commun qui est ici représenté par la ligne bleue. Et on va avoir des branches qui vont partir pour des gens qui essayent des trucs ou qui ont besoin de développer en parallèle et ça va être recombiné ou mergé par après. Donc, les builds, les versions, c'est ça, la plupart des firmes de développement vont faire des builds constamment. Ces builds seront nommés de différentes façons, mais la méthode la plus populaire actuellement est le timestamping, donc d'utiliser l'année, mois, jour et heure et ainsi de suite. Par contre, pour les clients, souvent, on va rattacher une version numérique ou un code name pour faciliter la communication. Donc, pour le client, pas trop le fourrer, on va pas dire va voir la 20, 20, 07, 10, 12, 11, 24. On va dire va voir la V1. On va voir la V2. Donc, souvent, on va faire ça, on va avoir un numéro de version code name pour les clients. Des fois, ça peut être aussi la Tiger, la Donjuan. Ça peut être un mot. Les builds réguliers permettent de faire aussi du QA, du test, donc de tester et permettent aussi aux développeurs artistes d'avoir une idée du résultat. Oui, parce qu'on veut voir à quoi ça ressemble sur un gros projet qu'on travaille ensemble. La référence à un build est très importante. Si vous parlez d'un bug, d'une feature ou autre, il est généralement intelligent de mentionner dans quelle version. Oui, si vous dites hey, ça marche pas, quelle version? Parce que peut-être ça marchait pas dans la version d'hier, mais ça marche aujourd'hui. T'sais. Outils de collaboration, je vous invite à aller voir pour le management et tracking des issues, donc task management ou gestion de tâches, Jira, Planbox, Asana, Microsoft Teams. Gestion de version, Git, Mercurial, Perforce, CVS, Subversion. Partage de fichiers, Dropbox, Google Drive, WeTransfer, on peut dire Microsoft Teams aussi. Outils multi-usagers, Google Drive, Draw.io, Hangout, TeamViewer. Il y en a plein de choses intéressantes à trouver. Donc voilà, ça se termine pour le cours numéro 9. J'espère que vous avez apprécié et appris quelques trucs. Et je vous reviendrai avec le TP2 sous peu. Merci. Bye bye.